Bonjour à tous. On va reprendre la session Covid et grossesse. Je tiens d'abord, au nom de tous les experts ici présents, à remercier le comité d'organisation de la GOB de nous avoir associés à cette table ronde. Il va sans dire que vous savez tous que durant toute l'année 2020 et actuellement en 2021, on n'arrête pas de faire des webinaires et de parler de Covid et grossesse, vu l'importance de cette pandémie et vu tous les problèmes posés par ce virus. Je commencerai par dire que il s'agit de la pire crise affrontée par l'humanité depuis 1945, et la pandémie qui sévit actuellement désarçonne au-delà de nos vies toutes nos pratiques professionnelles. Et vous savez tous que durant toute l'année 2020 et là actuellement, nous continuons à avoir des circuits dans tous les hôpitaux et toutes les structures hospitalières, que ce soit privées ou publiques, pour la prise en charge des patientes Covid-19. Alors, vous savez tous également que la femme enceinte représente une population particulièrement exposée aux pneumopathies infectieuses et que les pandémies de grippe de 2018 et H1N1 2009 et du MERS-CoV ont montré un surrisque des formes graves chez la femme enceinte. Et puis, les études récentes indiquent que les femmes enceintes atteintes d'une infection au Covid-19 en particulier, sont particulièrement exposées si elles présentent des facteurs de comorbidité, notamment un âge de plus de 35 ans, un diabète, une hypertension artérielle, etc. Et donc, pour parler de cette association Covid-19 et grossesse, le comité d'organisation a invité des experts en la matière. Je commencerai par le professeur Samar Samoud, qui est professeur en immunologie à l'Institut Pasteur de Tunis. À ma droite, le professeur Mohamed Douaji, qui est le président de la Société tunisienne de pédiatrie et qui est chef de service de néonat à l'hôpital militaire de Tunis. Le professeur Enis Klouz, qui est professeur en pharmacologie, qui fait partie de la commission ministérielle de la vaccination au ministère de la Santé et qui est l'actuel PDG de la CIFAT. Et puis, bien entendu, notre confrère et collaborateur de tous les jours, un réanimateur, le professeur Gadoun, qui est chef de service de réanimation à l'hôpital Bougatfa de Bizerte. Donc, comme je disais, plusieurs études ont montré que la femme enceinte est particulièrement atteinte et que le taux d'admission en réanimation des femmes enceintes, de ventilation invasive, d'oxygénothérapie par membrane extracorporelle est plus élevé chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes atteintes de Covid-19. Et que la Covid-19 est également responsable d'une morbidité néonatale, à savoir un taux de prématurité multiplié par 3, des retards de croissance intra-utérins en rapport avec les microtrombies placentaires que ça entraîne, et en rapport avec la prématurité induite, notamment dans les formes graves, en raison des extractions fétales qu'on est obligé à faire chez les patientes qui présentent des formes graves. Je commencerai par poser une question ou deux questions au professeur Samar Samoud. Alors, expliquez-nous ce qui se passe au niveau, enfin chez la maman, du point de vue immunologique, quand elle a une atteinte Covid-19 au cours de la grossesse, et puis ce qui se passe au niveau de l'unité fœto-placentaire, enfin les risques et les atteintes fœto-placentaires de la Covid-19 au niveau du placenta et de l'unité fœto-placentaire. Merci beaucoup, docteur. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de voir la réaction immunologique chez la femme enceinte qui est atteinte de Covid-19, au fait, parce qu'elle a des particularités très intéressantes à comprendre et peut-être ça nous aidera pour le reste, même pour la prise en charge, etc. J'invite tout d'abord, pour les personnes qui ont vraiment envie de s'approfondir, il y a une revue qui est dans Archive of Gynecology and Obstetrics, qui est sortie le 4 mai 2021. Et puis, il y a aussi l'article de Med Cell Press du 14, aussi du 14 mai, qui sont très intéressants pour comprendre ce qui se passe. Surtout par rapport au premier article, parce que pratiquement, il explique tous les phénomènes immunologiques qui peuvent avoir lieu chez la femme enceinte infectée par le Covid-19. La première chose, ce qui se passe c'est que déjà, il faut comprendre qu'il y a un terrain d'hypercoagulabilité. Et c'est ce qui
explique les thromboses donc immunitaires qu'on trouve chez la femme enceinte et qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'état d'hyperinflammation. Parce que je reviens, en fait, chez la femme enceinte, physiologiquement, il y a comme un équilibre. Donc, il y a des états anti-inflammatoires, notamment le deuxième trimestre, pour pouvoir développer le fœtus, etc., la croissance fœtale et tout. Il y a le premier trimestre, le troisième trimestre, où il y a une pro-inflammatoire. Mais c'est une pro-inflammation, je veux dire, bien gérée, adaptée. Une très grande inflammation. Ce qui se passe chez la femme infectée, c'est qu'elle a un terrain d'hyperinflammation. Et ce n'est plus le virus qui cause le problème au niveau du placenta, mais c'est la réaction inadaptée d'une hyperinflammation au niveau du placenta qui est la cause de tous les troubles qu'on voit. Et notamment, il y a l'expression de l'ACE2. Si vous vous rappelez, c'est la ACE2, c'est le récepteur qui utilise la protéine S pour pouvoir donc entrer dans la cellule. Et ben dans ce cas-là, cette protéine, donc l'ACE2, normalement, il est exprimé par les trophoblastes. Les trophoblastes sont riches en ACE2 seulement le premier trimestre. Ce qui se passe chez la femme enceinte infectée, c'est qu'elle garde l'expression de ces ACE2 tout le long de la grossesse. Et ça, c'est donc c'est un des problèmes, cette expression d'ACE2. Il y a aussi l'intervention du système du complément, le C1Q, il y a donc une synthèse par le cytoplasme des cellules trophoblastiques du C1Q et l'activation de la voie classique de l'inflammation qui va aussi stimuler donc la réponse immune et on va avoir une hyperactivation des lymphocytes T et des cellules NK et aussi de C5, donc les protéines du complément, donc C5A est le récepteur de C5A et qui est lié directement, donc tout ça lié à la prééclampsie. Plus que ça, il y a, comment dirais-je, les études qui ont été faites, donc il y a eu des études qui ont été faites, qui ont essayé de voir le placenta des femmes enceintes Covid+. Ils ont constaté que pour le premier trimestre, le placenta est normal, d'accord? Ce n'est que le deuxième et le troisième trimestre que le placenta, il devient mal avec donc une baisse de la perfusion, donc il est mal perfusé et il est donc en cause directe avec tous les troubles qu'ils peuvent avoir. Après, voilà à peu près la réponse immune chez la femme enceinte. Et actuellement, je sais que mes confrères et mes consoeurs dans le secteur libéral ou public voient de plus en plus de formes sévères de femmes, notamment au troisième trimestre de la grossesse. Au cours de cette dernière vague, à la première et la deuxième vague, il y avait beaucoup moins de femmes enceintes atteintes. Et là, actuellement, on assiste à une flambée de formes sévères chez les femmes enceintes qui sont très souvent hospitalisées en milieu de réanimation et dans certains cas intubées, ventilées. Qu'est-ce qui pourrait expliquer éventuellement cette flambée de formes sévères chez la femme enceinte? S'agit-il de la mutation du virus ou alors est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui pourraient intervenir? Donc déjà, bon, peut-être que le problème c'était qu'on n'avait pas autant de femmes, de personnes infectées surtout, parce que déjà il y a une étude du CDC qui est sortie en fin 2020. Qui est sur 430 000 donc, femmes et tout, qui expliquait déjà qu'il y a très clairement que chez la femme enceinte, il y a plus de risques de prééclampsie, il y a plus de risques justement aussi d'être admise en soins intensifs, d'avoir besoin d'oxygène donc au niveau et aussi de décès maternels. Et puis il y a dans JAMA d'avril donc 2021, le 22 avril dernier, une étude qui montrait explicitement, il y a un risque donc de 22, le RR est de 22 pour le décès maternel. Donc c'est vraiment, c'est clair. Après, est-ce que c'est les variants? Est-ce que les variants peuvent être incriminés? Certainement. Ils sont impliqués dans le sens qu'ils sont plus virulents au niveau de la population générale.
Donc, vu que la femme enceinte, elle a des caractéristiques bien particulières, comme je vous ai dit, d'un terrain d'hyperinflammation vraiment très important, donc là, elle va avoir encore plus de formes virulentes. Mais ça, surtout, parce que je pense que je ne sais pas si après on va discuter de ça, c'est la conduite à tenir devant ça. C'est-à-dire quand on sait très bien qu'il y a un risque accru chez les femmes enceintes du 3e trimestre, bien que même le 1er trimestre, en fait. C'est-à-dire, l'idéal, c'est que ces femmes-là soient vaccinées avant la grossesse. C'est-à-dire si elles vont envisager une grossesse. Parce que quand même, le fait qu'il y a des signes classiques comme la fièvre peuvent engendrer aussi donc des avortements, donc des fausses couches le 1er trimestre aussi. Donc il ne faut pas oublier parce qu'il y a aussi la pro-inflammation du 1er trimestre. Donc c'est très important parce qu'on parle beaucoup du 3e trimestre et même les recommandations internationales maintenant, elles recommandent presque, c'est-à-dire c'est devenu un facteur de risque comme le surpoids, comme les autres, donc d'être vacciné et comme l'HTA, diabète, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le diabète gestationnel, la pré- et l'éclampsie, etc., sont liés, et le décès maternel sont liés au 3e trimestre. Mais le 1er trimestre aussi, il a aussi des effets secondaires comme les fausses couches. Voilà. Je reviens aussi sur l'étude de CDC. C'est une grande étude, c'est une étude à grande échelle, à peu près 450 000 patients. Et si je peux juste, oui. Il y a aussi une étude qui est très intéressante, qui a été dans le journal canadien la société canadienne. Voilà, l'association canadienne de journal médical GEAMS, qui est très intéressante parce qu'elle est sortie le 31 mai et elle fait le résumé, donc c'est de plus que 32 études et elle donne vraiment précisément, pour vous c'est plus pour les gynécos que pour les immunos, donc les facteurs de risque, etc. Vraiment, elle est très exhaustive. Et en fait, les deux études, ce sont deux grosses méta-analyses qui se rejoignent et qui montrent qu'il y a un risque relatif multiplié par 5,4 des femmes enceintes d'avoir des formes très sévères et d'être admises en réanimation. Au cours de cette année, la Société tunisienne de gynécologie, comme toutes les sociétés savantes d'ailleurs de par le monde, elle a contribué à la rédaction des recommandations avec l'INEA Santé. Ici présent, on a eu beaucoup de réunions ensemble. On avait élaboré des recommandations concernant la prise en charge obstétricale des femmes avec Covid-19 et on s'était au départ on avait recommandé au départ de césariser les patientes enceintes Covid-19. Et puis par la suite, on s'est un peu rétracté parce qu'on s'est dit qu'on va suivre quand même ce qui se passe à l'étranger et on a quand même une petite expérience de la Covid-19 et on a élargi les indications aux accouchements normaux. Donc quand il n'y a pas d'indication à la césarienne, l'accouchement par voie naturelle obéissait aux indications obstétricales habituelles. Sauf qu'on se retrouve là, actuellement, à césariser. C'est vrai que dans toutes les maternités, on fait beaucoup plus de césariennes. On sait que les taux de césariennes de par le monde varient entre 30 et 70%, voire plus, des femmes atteintes de Covid-19. Ça peut aller jusqu'à 90% selon les séries. Et alors, je voulais avoir justement l'avis de notre collègue réanimateur concernant la césarienne. Je sais que beaucoup de confrères réanimateurs nous poussent à césariser dans les formes sévères parce que pour diminuer l'hyperpression abdominale, justement parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans les indications. Et certains réanimateurs, d'autres confrères, nous disent non, la césarienne va aggraver le pronostic de ces femmes. Donc, je voulais avoir votre avis, docteur Darnoun. Merci, professeur Ataya. En fait, pour répondre à la première question concernant l'augmentation des césariens chez les patientes qui ont contracté le Covid-19, c'est vrai qu'il y a dans les études publiées américaines, canadiennes, c'était une constatation qu'il y a une augmentation importante, que le nombre de césariens est très important chez les patientes Covid-19. Mais est-ce un critère pour qu'on se décide qu'il faut aller vers cette option et césariser ces patientes? Probablement non.
Et si on va suivre les recommandations de l'OMS, les dernières recommandations disent que non, on ne peut pas faire la césarienne de façon systématique chez les patientes qui sont atteintes de Covid-19, à part ces indications médicales connues de la césarienne. Voilà, pour répondre déjà à cette question. Maintenant, on voit de plus en plus, c'est aussi des constatations par rapport aux premières vagues et la dernière vague, on ne sait pas si c'est la troisième ou quatrième, mais par rapport à la dernière vague, il y a une augmentation du nombre des patientes enceintes atteintes de Covid-19. Et en plus, il y a augmentation du nombre de cas graves. Du coup, on aura recours à la césarienne dans ces indications-là. Donc, voilà pour répondre à cette question. Et concernant le traitement, c'est un traitement qui obéit, on va traiter la femme enceinte comme une femme qui n'est pas Covid-19, mais par contre, l'héparinothérapie, elle est actuellement, on est unanime là-dessus, quelle que soit la forme clinique, même dans les formes légères, l'héparinothérapie à bas poids moléculaire, préventive, elle est systématique chez la femme enceinte. Tout à fait. Voilà. On est tout à fait d'accord. Alors, par contre, on va passer à un sujet qui pose problème, la transmission materno-fétale. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est réelle ou pas? C'est vrai que la transmission, elle est très rare. Il y a quelques cas dans le monde recensés où on a vraiment détecté le SARS-CoV-2 chez le nouveau-né, mais en dehors quelques cas, je pense qu'il y a 9 ou 10 cas à peu près dans les séries mondiales. C'est vrai que l'atteinte néonatale n'est pas fréquente, puisque le virus n'a pas été détecté ni au niveau du liquide amniotique, ni au niveau du lait maternel. Les contaminations néonatales seraient plus en faveur d'une contamination ex-utéro, donc à la naissance, par le personnel soignant, ou alors par le contact peau à peau avec la maman. Mais la contamination, la transmission directe materno-fétale, jusque-là, elle n'est pas admise par nos confrères immunologistes et virologues. Alors, je voulais avoir votre avis, professeur Douarachi, concernant cette transmission materno-fétale et la prise en charge néonatale. Docteur Moural, il m'a dit qu'à Bizerte, ils avaient beaucoup d'atteintes néonatales ces derniers temps. S'agit-il des contaminations du personnel, de la maman? Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la maternité. Est-ce que réellement on a détecté le virus chez le nouveau-né? Parce que les quelques cas qu'on a recensés dans les séries mondiales, la détection du virus ne s'est pas faite dans les 24 à 48 heures, mais elle s'est faite 3 à 4 jours après. Donc très probablement, il s'agit d'une contamination avec le personnel soignant ou la maman lors de la tétée. Merci, Leïla. Il y a eu 2 périodes. La première période où on était ensemble à l'Igna Santé, on a beaucoup travaillé sur ça et on avait conclu, puisqu'on l'avait, si on revoit les recommandations qui ont été publiées donc dans le cadre de l'INIAS, pas de transmission verticale. On s'est arrêté à ce niveau-là. C'est sûr que tout est positif avec le Covid et on apprend tous les jours. Pourquoi? Parce que pour 2020, pratiquement, on n'a rien trouvé. Même les quelques articles qui sont sortis, un article chinois qui parlait de 3 cas, mais quand on s'intéressait beaucoup à ces 3 cas, c'est à partir de 36 heures et qui ne détaille pas les conditions de naissance, donc ça n'a pas été retenu. Il y avait une autre publication, et je parle devant Tamar, moi j'ai peur, hein. La spécialiste, donc j'ai peur de dire des conneries dans son domaine. Donc il y avait un article qui parlait de 3 cas, je ne sais pas si tu l'as vu au départ, de 3 cas où il y avait des anticorps. Moi j'avais appelé à ce moment-là, hein, j'avais appelé même Heshmi pour qu'il m'explique, parce que on n'arrivait pas à expliquer. On s'est dit peut-être que ça s'explique par des anticorps qui seront transmis par la mère, parce qu'il y aurait des lésions au niveau du placenta. Et donc c'est comme ça c'est ce qu'on avait dit. Donc, dans nos recommandations à ce moment-là. Depuis, il y a des gens qui ont affirmé vertical, mais honnêtement, en revoyant toutes les séries, et moi j'avais essayé de collecter le maximum, il y a à peu près 27 cas, j'ai retrouvé jusqu'à 27 cas, mais si on veut les étudier encore plus, je pense qu'on va se retrouver à moins de 10 cas. Alors, on a certaines séries où ils retrouvent une PCR positive avec un prélèvement nasal, d'autres qui parlent de présence d'anticorps, je pense 3 ou 4 cas. 6 ou 7 cas, ils retrouvent dans les selles. Ils retrouvent aussi dans les urines. Je vais
faut avoir un tableau. Comme je prévoyais de le présenter après. Voilà, c'est celui-là. On va mettre. Donc, il y avait à ce moment-là 27 cas, et pour me rapprocher, il y avait dans une série de pratiquement 1000 femmes enceintes. Je pense que tu la connais, où il y avait 27 cas par prélèvement nasal, placenta, sur 28 qui ont été étudiés. Le champ du cordon, un seul cas, la liquide amnionique, comme a dit là, 0, les urines 0 et les fécales à 7 cas. Donc, mais quand on s'intéresse beaucoup plus à ces séries-là, on ne peut pas vraiment trancher parce que pas mal de cas qui sont rapportés ont été prélevés au-delà de 48 heures. Et donc, il y a le problème de la contamination. Vous avez parlé de Bizerte, moi je vais parler de mon expérience personnelle de l'hôpital. Ce qu'on a vu dans notre hôpital, peut-être que c'est un peu je pense qu'on a eu 3 ou 4 femmes Covid. Et sur ces 3 ou 4 femmes qui ont été donc prises en charge selon le protocole qu'on avait décrit, nouveau-né va très bien, aucune contamination, et on est certain. Par contre, on a eu aussi 3 ou 4 cas, je pense qu'on a peut-être, parce que malheureusement, même en discutant hier, j'ai essayé avec Mme Savnalé d'avoir les résultats. Allô? Ah là, c'est mieux, ça va. Donc, j'ai essayé de voir avec Mme Savnalé si elle avait les données des nouveau-nés, donc elle ne pouvait pas me les communiquer, mais elle nous a donné le global, et on pourra vous donner les chiffres de façon globale. Mais pour le nouveau-né, elle n'a pas de statistiques bien déterminées. On a eu, nous, 3 ou 4 cas qui ont été hospitalisés, qui étaient des nouveau-nés de Covid+, dont le plus jeune a 3 ou 4 jours. Mais les enquêtes dans les 3 ou 4 cas que nous avons eus prouvent une contamination extra-vitale, donc une contamination familiale. Et malgré tous les conseils, malgré tout ce qu'on a dit, il y a toujours encore dans un cas, c'est la tante, dans un cas, c'est la grand-mère, une fois, c'est les parents, et une autre fois aussi, c'est les parents, mais dans le cas de la grand-mère, les parents n'étaient même pas atteints. Pour vous dire que malgré des consignes, on continue. Donc, pour conclure sur la transmission, on parle de 3% de probabilité. En fait, je suis d'accord avec le professeur Douage. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence. Ce que je voulais expliquer un peu tout à l'heure. Il y a des risques pour le nouveau-né de mère Covid+, il y a des risques autres. C'est pas totalement l'infection, c'est-à-dire le risque de souffrance fœtale aiguë, le risque de prématurité, le risque de petits poids à la naissance. Donc c'est ça qui est. Par contre, peut-être ça, c'est au fait que là maintenant c'est démontré. Oui, on trouve les anticorps. On trouve les anticorps de la maman. Et c'est corrélé. Il y a des études qui ont été. Il y a le taux des anticorps au niveau donc du cordon ombilical, du sang du cordon ombilical, et aussi chez la femme allaitante, parce qu'on va parler. Il est corrélé au taux des anticorps de la maman et aussi à la durée entre l'infection et l'accouchement. Mais au contraire, c'est des anticorps protecteurs. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est comme la vaccination, sauf que la vaccination donne un peu plus de titres d'anticorps. Donc c'est prouvé, mais par contre, dans le liquide amniotique et tout, c'est vrai que jusque-là, il y a eu quelques cas, mais c'est vraiment pas le liquide amniotique, mais de confirmation infection une transmission maternelle, mais c'est très rare, c'est très très rare. Moi, j'ai envie de poser une question aux gynécologues et aux spécialistes. Dans ma lecture, j'ai vu que dans une série, qu'un des facteurs qui serait, noté dans la transmission, c'est les hypothyroïdies maternelles. Est-ce que vous avez lu ça? Oh, l'endocrinologue. Dans ma lecture, pour essayer d'être à jour, j'ai vu une série où le seul facteur qui est retrouvé, est vraiment statistiquement prouvé, et c'était 4 sur 10 cas, donc 40%, c'était l'hypothyroïdie maternelle, et ils disent qu'en cas d'hypothyroïdie maternelle, la transmission à travers le placenta peut être un risque plus important de transmission. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer? Nam? En cas d'hypothyroïdie maternelle,
Et Covid plus, l'article parlait avec statistiquement prouvé que il y a une transmission, il y a un risque plus important de transmission à travers le placenta. J'ai pas. Il faudrait que ouais. Je peux te passer l'article où j'ai lu ça. C'est sur une c'est l'étude de 936 cas. Et, et donc, donc c'est une étude de toutes les. C'est peut-être parmi les comorbidités, l'hypothyroïdie, le diabète, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie sort vraiment en dehors de toute J'ai pas vu. comorbidité à avoir. Moi, j'ai pas trouvé une explication à ce. Mais voilà, donc. Ouais. Ouais. Donc déjà, on a un élément pour l'hypothyroïdie à chercher. Mais moi, j'ai lu, et je peux vous passer l'article, qu'il y a aussi, ça fragilise par, je sais pas. Mais Ouais, c'est à creuser, oui. à creuser, hein. Mais pour revenir sur, je suis tout à fait d'accord avec vous pour la morbidité. La prématurité, c'est vrai qu'elle est notée, mais pas beaucoup. Le retard de croissance, il a été aussi noté avec tous les autres coronavirus, hein, donc ça ne fait que confirmer. Et donc voilà. Ouais. Donc, plus de perméabilité. On a vu, quand c'est un travail à faire, on a vu une reconnaissance devant les deux régions qui sont endémiques de l'infection pour faire la corrélation avec l'avortement à répétition. De retard de croissance également. Il y a une étude qui est en cours pour le retard de croissance. Au centre. On fera un peu d'interactif peut-être, Dr Neige, vous avez envie de dire quelque chose peut-être par rapport au centre? Voilà, je disais juste qu'il y avait plus de terrain vasculaire par rapport à la fiction Covid, vu l'atteinte endothéliale du virus. Mais voilà, je cherchais pour confirmer ça. Et a priori, même dans les centres de PMA, pour revenir, il paraît, il y a eu des atteintes spermatiques, mais également des atteintes endothéliales, endométriales plutôt, et des échecs d'implantation dans la période Covid. Il y a beaucoup plus d'échecs d'implantation qu'en dehors de la période Covid. Il y a même des atteintes des paramètres spermatiques. Voilà, exactement, des paramètres spermatiques également. Exactement. Là. Docteur Neji. Et pour revenir au recensement, il est malheureux de constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de statistiques concernant les femmes enceintes atteintes de Covid-19. Ça n'a pas été recensé. On fait chacun sa petite sauce dans son coin. Il n'y a pas de registre. Alors que dans le monde entier, des registres concernant la femme enceinte atteinte de Covid-19 sont mis en place. En Tunisie, on est encore très en retard. Justement, il n'y a pas de, même au niveau de l'observatoire, il n'y a pas de statistiques. Donc, on n'a aucune notion, ni sur l'atteinte maternelle, ni sur l'atteinte néonatale. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord parce que j'ai l'impression qu'on est en train de mettre beaucoup de choses de façon assez hâtive, on va dire, sur le compte du Covid. Ça n'a pas été prouvé chez nous. Alors, c'est peut-être qu'il y a eu ces petits fiefs là où il y a des atteintes Covid, mais je suis pas sûr du tout que ça donne plus de retard. En tout cas, Centre n'a pas vu ça. Et en l'absence d'études sérieuses multicentriques, je pense qu'on n'a pas encore le droit de mettre beaucoup de choses sur le compte du Covid. En fait, dans les séries internationales, ça a été démontré. Ouais, je pense qu'avec un peu plus de recul, on va y arriver. Je pense que Dalan Dacheli est en train de travailler dessus. Bon, ben en fait, on travaille dans le même sens. Ouais. C'est pas. Hey. C'est ce que j'ai entendu dire. Non, il ne faut pas que chacun reste c'est vrai. Des choses comme ça, on parle de Paul Osé. Alors, pour revenir à ce que tu venais de dire, à le centre, par contre, avec Hayan Marbi, et là, je m'adresse à notre ami et collègue réanimateur, on a la consigne indiscutable d'ailleurs, comme Hayan sait très bien le faire, de césariser systématiquement les cas sévères. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, on a même césarisé une patiente qui était enceinte à 18 semaines. Donc,
Donc, bon, peut-être qu'il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça, entre les gens qui disent que césariser d'emblée n'est pas du tout indiqué, les gens qui restent qui campent sur leur attitude initiale de césariser systématiquement les patientes. Il y aurait peut-être un juste milieu qui pourrait arranger les choses. C'est pas encore le cas. Et deuxièmement, tu disais Leïla, pour la femme enceinte, héparinothérapie préventive, je dirais un peu plus quand même. Non, curative. Ça, c'est- Curatif dans les formes moyennes à sévères, mais Oui. dans les formes asymptomatiques ou légères, c'est du préventif. Mais le moyen, c'est un couffin, là où on met beaucoup de choses. C'est un fourre-tout. Là, on met beaucoup de choses. Donc, à mon avis, la femme enceinte a droit à son épargnothérapie curative pour l'assistante, c'est très important. Je parle des recommandations de l'INEAS concernant l'hyparinothérapie. Matt, c'est clair, c'est dans les formes moyennes à sévères. Mais en dehors de ça, les formes légères et asymptomatiques qui sont très, très fréquentes chez la femme enceinte, c'est du préventif. Je crois, Ustaz. Concernant la césarienne chez ces patientes, on est tout à fait d'accord. Dès qu'on a une forme sévère, il faut aller. C'est une indication claire là-dessus. Reste après, prendre une décision entre deux, je suis tout à fait d'accord. Donc, ne pas césariser de façon systématique, ça c'est clair. Garder le césarien pour ses indications médicales connues par les gynécologues et les réanimateurs. Après, pour les formes sévères, il faut faire la césarienne, c'est clair, je pense. Il ne faut pas garder. C'est à 18 semaines, là, c'est un cas particulier. Je pense qu'il y a le pronostic maternel a été mis en jeu. Et là, c'est pour ça qu'ils sont allés à le faire. Après. Oui, c'est ça la question, Sahid. C'est ça la question. On n'en sait rien peut-être aujourd'hui, mais les 3 derniers mois, on a eu à césariser une dizaine de cas entre 18 et 25 semaines. On n'est pas très à l'aise quand Ouais. on fait ça. Et puis, le taux de césarienne, tabarakallah, indépendamment du Covid, il était déjà très très haut. Et je ne pense pas que le Covid ait aggravé les choses. Ouais, ouais, ouais. Sévères, il y a certains réanimateurs qui disent que les formes sévères ne sont pas une indication, ils sont réticents quant à l'extraction par césarienne. Donc, on se retrouve dans la même équipe, il y a ceux qui sont pro-césarienne et ceux qui sont contre la césarienne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une attitude unanime. La dernière fois, lors du congrès de l'AGOS, de l'Association des gynécologues obstétriciens de Sfax, il y a eu ce débat et le réanimateur a clairement été pour l'accouchement par voie basse, en absence bien sûr de situations graves et inquiétantes pour la patiente, en disant que les patientes qui accouchent par voie basse ont de meilleures chances de survie, c'est-à-dire moins d'hospitalisation, moins de risque d'intubation, que dans l'ensemble, le pronostic de ces patientes-là qui accouchent par voie basse est de loin meilleur que lors d'une césarienne systématique. Et on voit dans la littérature qu'il y a quand même, on fait un peu machine arrière par rapport aux premières recommandations de césarienne systématique. Ma question rejoint celle de professeur Neji. Pour dire, on a un représentant de Sfax, je pense que Delben pourra éventuellement donner plus de précision. Lors de la GOS, donc, lors du congrès de la GOS, et surtout cette question d'extraction totale dans les cas sévères. Et le réanimateur était vraiment, au début, on faisait généralement des césariennes, au début de l'épidémie, on faisait des césariennes systématiques. Mais actuellement, le réanimateur a appris que dans les cas sévères, le fait de faire des césariennes, ça aggrave la situation et ça aggrave l'inflammation. Et actuellement, on va plus délicatement sur les césariennes. On ouvre le schéma et les césariennes, surtout pour les cas sévères, vraiment, on y pense beaucoup avant de les faire. Et moi, j'aimerais poser une question à Siral pour 18 semaines. C'est quoi l'indication de faire une césarienne à 18 semaines? Parce que selon les réanimateurs chez nous, ils disent que le post-opératoire, ça aggrave l'inflammation, donc ça aggrave la situation.
Tout à fait. Que l'hyperpression induite par la grossesse. Mais avoir une césarienne post-opératoire, c'est toujours un... Oui, ça aggrave, ça aggrave. Oui. Et il y a une autre question qui revient très souvent dans les webinaires et dans les congrès. Ça concerne l'usage du misoprostol chez la femme Covid+, justement pour l'induction du travail au deuxième trimestre essentiellement, au premier et au deuxième trimestre. Je voulais avoir l'avis du pharmacologue et du réanimateur. Merci, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien ajouter aussi, c'est que malheureusement, beaucoup de césariennes n'ont pas une indication médicale, c'est plus par peur de l'équipe soignante, parce que vous savez qu'une femme qui accouche naturellement, c'est un effet spray qui va diffuser dans l'atmosphère de plus en plus, surtout si elle est infectée, et donc par mesure, plus de protectionnisme d'équipe que par indication médicale. Et là, il faut qu'on fasse attention parce que notre métier, c'est de sauver des malades et prendre les précautions nécessaires pour qu'on ne soit pas contaminé. Et ce n'est pas l'inverse. Donc ça, c'est un élément très important. Et la femme enceinte, malheureusement, elle a été victime de l'idée qui a été véhiculée lors de la découverte de cette pandémie en Chine, parce que au début, la femme enceinte ne sortait dans aucune étude comme un état particulier exposant à des risques supplémentaires. Au contraire, et c'était d'ailleurs une idée qui circulait, contrairement à la grippe, la femme enceinte et l'enfant, enfin c'était la femme enceinte et l'enfant, qui n'étaient pas des facteurs de risque supplémentaires. Moi, j'aimerais bien qu'on parle plus de la Covid-19 comme plusieurs entités. Parce que les études qui ont été faites, il y a une grosse différence entre les publications d'avant mars et après mars de 2020 et après. Et après octobre 2020, pourquoi mars? Mars, c'est l'arrivée du virus un peu partout dans le monde et la diffusion et la vision. On parle de la théorie de la physiopathologie endothéliale. On commençait à parler qu'à partir de mars 2020. Avant, on parlait d'une pathologie pulmonaire pure et dure. Et octobre, pourquoi c'est important? C'est les variants. Et moi, je pense que l'attitude est très variable entre la Covid sauvage et la Covid avec variants. Et notamment, et particulièrement chez la femme enceinte. D'ailleurs, c'est les Britanniques qui ont montré, qui ont trouvé, dès l'apparition du variant, que la femme enceinte devient une cible particulière de gravité d'hospitalisation en milieu de réanimation, particulièrement avec deux facteurs de risque très importants, qui sont l'âge supérieur à 35 ans et une obésité avec un IMC supérieur à 30. C'est les deux facteurs associés à la grossesse qui ont montré une frange de population très vulnérable qui était fréquemment hospitalisée avec une mortalité. Maintenant, la conduite à tenir par rapport à la grossesse chez une femme enceinte, lorsqu'on est premier ou deuxième trimestre, particulièrement, il n'y a pas un impact de la grossesse sur le pronostic de la femme en elle-même, et peut-être, à mon avis, l'intervention sur la grossesse plutôt un facteur aggravant qu'un facteur de soulagement de la femme. Troisième trimestre, c'est une autre histoire. Le troisième trimestre, c'est les complications, et vous savez très bien l'impact de cette grossesse sur l'amplitude respiratoire, sur les facteurs de coagulation, etc. Avec la maladie, là, il faut intervenir. Je finirai juste par parler d'un élément fondamental, à mon avis, c'est les grossesses programmées. Les grossesses programmées doivent être, dans tous les cas, programmées pour qu'elles soient réalisées et suivies dans les meilleures conditions de protection. Ça veut dire, au-delà de la vaccination, on arrivera, la vaccination, c'est un élément très important, mais d'explication, de dialogue avec
le couple, je dirais, parce que l'homme aussi fait partie du facteur de risque de transmission à la femme, pour expliquer que l'état de grossesse est un facteur de risque supplémentaire, notamment lorsque la grossesse est induite, pour que les personnes soient sensibilisées et se protègent suffisamment. On arrivera tout à l'heure au volet vaccin, qui est aussi un facteur important préalable. Pour le misoprostol, est-ce que vous auriez une réponse? Parce que c'est vrai que on n'en prescrit pas, on a un peu peur. Voilà, voilà, exactement. Donc, on se retrouve avec des difficultés par rapport à l'induction justement du travail au deuxième trimestre pour éviter justement ces césariennes, enfin abusives entre guillemets, ces hystérotomies à un âge jeune de la grossesse. Moi, je suis pour la médecine de preuve et pas de déduction. Ça veut dire, là, je pense, donner des recommandations générales, ce n'est pas scientifiquement valable aujourd'hui. On n'a pas les preuves et je pense qu'il vaut mieux être prudent parce que notre objectif, c'est de ne pas nuire en premier. Et ne pas le faire par prudence, pas par preuve, parce que justement, on n'a pas la preuve de l'inutilité. Si possible, est-ce que vous auriez une réponse éventuellement? Est-ce que vous avez l'expérience du misoprostol chez les femmes Covid? Non. Je pense. Oui. Ex. Puisque vous travaillez en équipe, vous pouvez passer outre les AMM et le risque médico-légal, mais je tiens à rappeler à tout le monde que le misoprostol n'a pas l'AMM dans l'indication rapportée ici, et que si on veut maturer un col défavorable, il faut recourir aux produits qui ont l'AMM. Maintenant, raison de plus sur un cas de Covid, prescrire un produit qui n'a pas du tout fait la preuve de son innocuité, où on a eu beaucoup d'accidents, je pense que primum non nocere, comme l'a dit Nice, il ne faut pas être tenté par ça. Mais je vous rassure, Dr Bouzid, même dans le secteur public, on recule devant le misoprostol chez les femmes Covid. Donc on a beau être en équipe, mais sur ce coup-là, enfin sur cette indication-là, on respecte. J'aimerais bien savoir comment vous faites pour avoir les 25 gamma, parce que c'est des comprimés à 200 microgrammes. Ouais. Et c'est de l'à peu près. Ah. C'est de l'à peu près. Docteur Neji, par contre, il a fait une thèse dessus. Voilà, justement, il y a une dilution qu'ils font à la pharmacie du centre de maternité, et je trouve ça vraiment génial parce qu'ils ont le dosage efficace et adapté. Mais on n'a pas tous une pharmacienne qui accepte de faire ce genre de dosage. Les résultats sont vraiment prometteurs. On a pu éviter un certain nombre de césariennes grâce à ça. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a un laboratoire qui est en train de taper sur les portes du ministère, je crois, parce qu'il a le fameux comprimé à 25 microgrammes. C'est pour très, très bientôt. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais. Mais entre-temps, c'est vrai qu'on a de bons résultats avec la dilution. Avec la dilution. Oui. Très bien. Au G26 aussi, ça se passe pareillement. Parfait. Ben, on va passer au volet vaccination, puisque on y vient. Hein. Récemment, la STGO et la Société de pédiatrie ont eu un plaidoyer auprès du ministère et ont pu, justement, à la suite de la circulaire du ministère de l'Éducation, qui avait justement exclu les femmes enceintes de la vaccination. Donc, il y a eu une réunion au niveau du ministère. Et là, actuellement, la vaccination chez la femme enceinte et la femme allaitante, elle est indiquée au-delà de 16 semaines, ce qui est quand même assez tardif. Je pense que dans le monde entier, la vaccination a lieu bien avant, au-delà. Non, c'est 10 semaines en France. Ouais, c'est le CRAT, il a sorti un papier. C'est à partir de 10 semaines. Oui. D'autres de 16 semaines, tout à fait, oui. Mais on sait tous que les vaccins ne sont pas, ils sont pas tératogènes, tout à fait, que ce soit l'ARN chez l'animal, il y a pas, la Covid, c'est récent, hein, on ne peut pas avoir de résultats chez l'homme, enfin chez la femme.
Mais chez l'animal, il a prouvé son innocuité, tout à fait. Même l'autre. C'est sûr, chez l'animal, c'est pas tératogène. Pour le vecteur, pour les L'atténué. Ouais. Et pour ces Ouais. il y a des millions de femmes qui ont été Vaccinées, tout à fait. Il y a également un problème concernant justement la programmation de la grossesse. Il ne faut pas justement que la vaccination retarde une éventuelle grossesse, que ce soit en PMA ou l'autre jour, il y a eu un souci un souci. On nous avait demandé si on pouvait faire un transfert d'embryon congelé alors que la patiente avait reçu sa première dose et s'il était possible de faire cette seconde dose après le transfert. Il n'y a aucune contre-indication. Hein. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, il faut rassurer les patientes quant à la vaccination, qu'elle soit avant la conception ou en cours de grossesse, si jamais elle se rend compte qu'elle est enceinte alors qu'elle a déjà fait sa première dose, il faut la rassurer quant à l'innocuité du vaccin. Voilà, je vais lui donner la parole au professeur Drage concernant la femme allaitante. Oui, d'accord. La première chose, c'est que malheureusement, dans cette gestion de Covid, on remarque souvent des choses anormales. Des gens qui parlent du Covid alors qu'ils ne sont pas censés en parler. Et donc, effectivement, moi, j'ai été saisi par un circulaire du ministère de l'Éducation quand ils ont autorisé la vaccination pour les enseignants, qui aurait dû se faire en mars et avril. J'avais appelé à ce moment-là, qui va se faire pour l'été pour aller à la plage, mais il avait exclu les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon ami Riyad Darfous pour lui dire, écoute, on a recommandé pas mal de collègues d'aller se vacciner alors qu'elles étaient à l'état. Vous mettez dans une situation. Et effectivement, il y a eu une réunion avec Béchir Khmiri en tant que président de la STGO et les décisions étaient très claires à l'unanimité. Alors pour la femme allaitante, il faut vacciner et avec tous les vaccins, la décision a été celle-là. Et là, si tu permets, Madame la Présidente, je vais répondre à la discussion qu'on a eue avant de commencer en plénière, comme on dit. Alors, c'est les enfants, nous, en tant que société tunisienne pédiatrique, dès le mois de mars, on avait dit que les enfants peuvent tomber malades, peuvent transmettre, mais avec des degrés pas comme les adultes. Effectivement, maintenant, 1 an et demi, l'atteinte des enfants, c'est 4% des atteintes des adultes. Donc, ça confirme un peu ce qu'on disait à ce moment-là. Et on a eu des malades, mais heureusement, très souvent des malades qui ne posaient pas de problème. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Anis, il y a l'avant, il y a l'après. Il y a l'avant-mars où on ne comprenait pas beaucoup de choses, où on arrivait. Ensuite, quand il y a eu, parce qu'au départ, première recommandation, on a dit ne pas allaiter. On a été 6 ans, excusez-nous, pour dire ça, parce qu'on n'avait pas de données. Et ensuite, on a dit il faut allaiter, c'est très clair depuis le avril. Et au niveau de la pathologie pédiatrique, à part le MISC qui posait vraiment problème, globalement c'était une symptomatique. Mais ce qu'on note actuellement, et moi ça me dérange, et ça m'a, en discutant, on retrouve un peu le même. Je peux vous donner les chiffres des décès actuels d'enfants en Tunisie. Ils sont de 36 décès jusqu'à il y a quelques jours. Moi, je pense que dans les 36, on englobe, il suffit de trouver le virus pour dire qu'il est décédé de Covid, mais il est décédé parce que jusqu'en décembre, à Nice, j'avais repris les 15 ou 16 décès, il y en avait pratiquement un seul qui pouvait être incriminé au Covid. Les autres, il fait une cirrhose et il va décéder. Avant de décéder, on fait un prélèvement pour Covid parce qu'on pensait pour une greffe et on trouve qu'il est Covid, mais il est décédé sur sa cirrhose. Et ce qui est relié avec la vaccination, je ne m'égare pas, hein, c'est que sur ces 36, malheureusement, il y a 13 cas qui sont moins de 1 an. Il y a 13 décès moins de 1 an. Et honnêtement, il faut qu'on y réfléchisse. Pourquoi? Parce que ces malades-là, si on passe à l'immuno, à la CE2, ils ne font pas de pathologie respiratoire. Pourquoi ils décèdent? Donc sûrement, il y a quelques-uns qui décèdent, mais les autres, c'est les pathologies pédiatriques et néonatales. Alors la femme allaitante, Samar vient de dire que les anticorps passent. Et donc, on avait discuté dans cette commission de les faire à 16 semaines et même plus tard pour transmettre quelques
les anticorps au bébé, puisque ça passe. Et donc, pour protéger, pour éventuellement diminuer ces décès, si ces décès sont encourus. Donc, voilà sur quoi on a beaucoup insisté pour que ce soit fait. Et je laisserai, pour les femmes enceintes, même si je suis au courant des éléments, mais ce qui m'étonne, c'est que cette réunion a eu lieu, Leïla Mnash Béchir, où est-ce qu'il est, mais ça fait plus que 3 semaines. Béchir, je ne sais pas ce qu'il est, mais en tout cas. Mais il n'y a rien. Alors, la proposition était très claire. C'était pour les femmes allaitantes, ça va de soi. C'est uniquement les enseignantes et les médecins, mais les femmes enceintes, on devait les prioriser. Et on nous a dit, il faut que ce soit hors EVAX. Avec les malades cancéreux et c'est pas quoi. On a dit d'accord. Et la 16 semaines, tu sais pourquoi on avait discuté 16 semaines? C'est parce que pour avoir une preuve, si tu vas les prioriser hors évac, il faut une preuve. On s'est dit qu'à 16 semaines, elles ont au moins des échos ou elles ont un ventre qui est devant. Il ne faut pas avoir de preuves plus que ça. Oui, mais c'est ça. Parce fallait trouver, parce que c'est en dehors des vagues. Et on a dit, on ne peut pas avoir les échos à 100% pour à Tunis, on peut avoir des échos, mais c'est pas dans un petit patelin. Et donc, malheureusement, moi, ce que me dérange, et ça fait partie de mon caractère de coup de gueule, qu'est-ce qu'on attend pour nous sortir un document? Parce qu'il y a 3 jours, une collègue pédiatre, m'interpelle pour me dire, elle a accouché, elle est allaitante, elle va au centre. On lui dit, non, madame, faut pas se faire vacciner. On a l'air un peu con quand même par rapport à J'ai interpellé monsieur le ministre. Et il m'a dit, il faut voir avec Heshmi. J'ai interpellé Riyad. Il est ensuite pour le comité. Alors, il y a tellement de comités, peut-être qu'Anis peut nous expliquer. Mais prenons la décision et publiez-la. Moi, j'ai pris la peine de la publier sur le site de la société. Béchir a pris la peine de la publier sur la SDGO. Mais le ministère ne fait rien. C'est mes coups de gueule de ce matin. Voilà. Avant, professeur Clouz, peut-être il va nous répondre à la question concernant la vaccination. Ce qu'on a comme idée concernant ce délai en fait de ne pas faire le vaccin pour le premier trimestre, je pense qu'il n'est pas basé sur un fond scientifique ou physiologique évident, parce que on dit que vraiment qu'on a décaler cette vaccination à partir du 2e trimestre, tout simplement parce que le taux de fausse couche est très important au premier trimestre et qu'on a l'impression qu'il y a un effet réseau social pour relier ces fausses couches à la vaccination comme par hasard. Si la femme enceinte est vaccinée au premier trimestre et que par hasard elle aura une fausse couche, elle va relier cette fausse couche à la vaccination, chose qui est probablement fausse. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer encore plus là-dessus. Parce qu'on dit aussi, même si la femme elle est vaccinée et qu'elle se retrouve enceinte, qu'il n'y a pas de problème. D'après, voilà, exactement. Mais, je vais essayer de répondre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais incomplètement. Tout d'abord, il y a une question de réglementation. Et là, j'aimerais bien rappeler à tout le monde que les vaccins actuels qui sont sur le marché, qui sont utilisés, sont enregistrés en Tunisie selon l'emergency use. Ce n'est pas des AMM. Et c'est une chose complètement différente par rapport à la tenue du dossier sur lequel la décision d'enregistrer et d'utiliser est faite. Et en particulier la partie concernant l'effet tératogène ou phytotoxique sur la femme enceinte et la progéniture pour les expérimentations animales. Donc, ces éléments sont manquants. Et autre chose, si on voit les dossiers maintenant, et là, je vous donne les données des dossiers, on prend, parce que là, on est en train de parler vaccination, et moi, je préfère parler vaccin, parce que les vaccins ne sont pas équivalents par rapport au risque chez la femme enceinte. Si on voit les dossiers, je prends par exemple, et je vais prendre les 2 en attendant le 3e, c'est les vaccins à adénovirus. On a l'AstraZeneca et on a le Sputnik. Pour le Sputnik, le dossier déposé au niveau de la DPM, les Russes étaient clairs. Contre-indication grossesse, contre-indication allaitement. Ils ont mis
en clair et net, c'est une contre-indication. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser? La question a été débattue. Par rapport aux autres dossiers, l'AstraZeneca, précaution d'emploi, comme pour d'ailleurs le Pfizer, chez la femme allaitante et la femme enceinte. Et lorsque un laboratoire pharmaceutique vous met précaution d'emploi, ça veut dire que vous allez assumer la responsabilité. Et avec l'histoire que vous connaissez préalablement de signature de documents comme quoi les laboratoires ne s'engagent à rien par rapport à l'indemnisation et par rapport au reste, donc c'est pour cela que les décisions par rapport à la femme enceinte ont pris du temps. Pourquoi ils ont pris du temps? Parce qu'au début, la femme enceinte ne représentait pas une situation priorisable. C'était comme toute la population, et puisque les femmes enceintes sont en général jeunes, jusqu'à preuve du contraire, donc on avait le temps de réfléchir par rapport à cette question, parce que la stratégie se basait sur la vaccination de la population âgée, en dehors bien sûr du corps médical et des autres corps. Maintenant, je reviens sur la question qui m'a été posée par rapport à la vaccination. Tout d'abord, aucune contre-indication pour tous les vaccins par rapport à l'allaitement. L'allaitement ne représente aucune contre-indication. La femme doit continuer à allaiter. Déjà, on a un taux très faible d'allaitement maternel, il ne faut pas le baisser encore. Et là, la question ne se pose pas et il faut continuer à la faire. Maintenant, il y a deux situations. La situation, faut-il vacciner les femmes enceintes? La réponse du comité, Mohamed était avec nous la dernière fois, ce n'est pas qu'il faut, ils peuvent être vaccinés, ils doivent être vaccinés, et c'est pour cela qu'on a mis les 16 semaines. C'est pour le délai de priorisation. Ce n'est pas pour dire que la vaccination doit se faire uniquement à la 16e semaine. C'est la priorisation des femmes enceintes va commencer à partir de 16 semaines d'aménorrhée. Comme ça, on est sûr qu'elle est déjà enceinte, on est sûr que c'est une grossesse et que le risque sanitaire, pourquoi on priorise une population par rapport à une autre? Pourquoi on a priorisé les sujets âgés par rapport aux plus jeunes? C'est parce que cette population représente un risque supplémentaire lorsqu'elle contracte la maladie. Et lorsqu'on a analysé la situation de la femme enceinte, on a constaté que les risques liés à la maladie augmentent notamment au 3e trimestre. Donc on ne pouvait pas prioriser le premier, on a priorisé à partir de la 16e semaine, comme ça elle sera complètement vaccinée à l'arrivée de la phase critique de la grossesse qui est le 3e trimestre. C'est ça. Pourquoi on réfléchit ainsi? Parce que nous sommes en pénurie de vaccins. Ce n'est pas il ne faut pas nous comparer par rapport à d'autres pays où le vaccin est disponible à tout le monde, où on peut vacciner tout le monde. Et c'est pour cela que AKS, par exemple, en France, a préconisé la vaccination entre la 10e et la 20e semaine d'aménorrhée. Et la femme va se présenter à n'importe quelle date avec une priorisation. L'FDA aussi a priorisé la femme enceinte, notamment après l'arrivée des variants. Donc la priorisation, c'est une question qui a été débattue et on tient au niveau du comité. Les deux sociétés savantes tiennent aussi. J'espère que ça va apparaître dans les textes. Malheureusement, je le dis, ce n'est pas uniquement pour la femme enceinte. Le message reçu par les personnes lorsqu'ils arrivent au centre peut être défiguré et complètement erroné. Tous les jours, on m'appelle pour des allergies à n'importe quoi, des gens ne sont pas acceptés pour un allaitement, pour le fait qu'elle soit enceinte. Dernière situation, et je finis, la femme qui a commencé sa vaccination et elle découvre qu'elle est enceinte, va continuer son schéma vaccinal comme prévu sans aucune modification. Et là, toutes les sociétés, toutes les instances sont claires là-dessus. Aucun risque. Là, et je parle, bien sûr, de la vaccination avec la reine en particulier. Voilà. Si je peux Allez-y. Ben, Atik Saha Nice, tu as mis des choses au point. Mohamed Atik Saha, c'est bien de collaborer avec les sociétés, c'est bien que ça collabore et qu'on arrive à accorder nos violences sur ces points importants. Je vais mettre ma casquette
international. Je suis vice-président de la Fédération arabe des sociétés de gynéco-obstétrique. Et j'ai déclenché le processus par Béchir sur une des dernières réunions pour lui dire qu'il y a urgence à prioriser les patients. J'ai même appelé Jalil Ibn Khalil parce que je n'arrivais pas à mettre la main sur Riyad. Et dans ce sens-là, je voulais juste vous dire que le Liban, les Houmas, ils ne sont pas mieux lotis que nous en vaccins. On sont arrivés à prioriser le truc, bien sûr en se basant sur les derniers articles. Et là, je te recommande, je suppose que tu l'as, le dernier New England Journal, Najm al-Khrani. Et là où, justement, c'est lui qui a recommandé l'innocuité de tous les vaccins, ARN compris, à Nice. Mais c'est bien de rester vigilant. Maintenant, c'est une bonne chose de prioriser la patiente Adna, mais si ça va rester, Mohamed, sur les sites internes de gynéco, et ça arrête. Donc, c'est bien que Anis et toute l'équipe de la vaccination soit là pour qu'on puisse vraiment, si on peut sortir, c'est un grand pas. C'est un très grand pas parce que cette histoire de Covid n'est pas encore finie. Moi, je pense que c'est même le début. Et c'est très important que la femme enceinte soit une priorité, mais vraiment sur le terrain, quoi. Moi, donc, de l'archéomètre. Je pense que dans l'avenir, on va se faire vacciner Alors, contre la Covid, comme la grippe. L'Irak et le Liban ont déjà fait ça, et une bonne partie des autres pays arabes sont en train de suivre. Donc, c'est bien d'être dans... C'est important. Au fait, ce qui est important, je ne sais pas, parce qu'ici, on est en train de voir les grands maîtres de gynécologie, les professeurs et tout ça. Moi, je parle d'un gynéco qui est installé en ville et qui va avoir, et c'est ça, parce que c'est ça ce qu'on reçoit comme coup de téléphone tous les jours, qui va recevoir donc la patiente, qui pourrait être une enseignante, hein, et n'est pas obligé de dire, même s'ils ont écrit, n'est pas obligé de dire qu'elle est enceinte. Si son médecin va lui prescrire qu'elle est enceinte et qu'elle peut recevoir son vaccin, elle va aller Sauf que ces gynécologues-là ne veulent pas prendre cette responsabilité. J'en ai eu qui m'ont appelé, qui m'ont dit non. Pourquoi je dis que le comité vaccin, il dit que vous pouvez, il suffit, parce qu'au début c'était avec Sputnik et après Pfizer, on disait qu'il suffit que le gynécologue prescrive, ils veulent pas prendre la responsabilité, et c'est la même chose pour les allergies aussi d'ailleurs. Donc ils veulent pas. Ce qui est important à comprendre, c'est ce qu'on veut sortir c'est qu'il n'y a aucun risque, et c'est que plus que ça. C'est-à-dire quand on va prendre une maman qui a été infectée, qui est enceinte, et une future maman qui a été vaccinée, les anticorps, c'est les dernières études, les anticorps donc de la femme qui a été vaccinée sont plus élevés. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que le placenta, il y a une étude sur 200, donc qui a été faite aux États-Unis sur 200 placentas de femmes enceintes, dont 84 qui ont été vaccinées à ARN messager. Le placenta est tout à fait normal des femmes vaccinées. Donc ça aussi, c'est très important. Et comme a dit Leïla, ça je suis totalement d'accord, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça, parce qu'il y en a des femmes qui sont du moins du secteur médical, donc qui sont, au moins elles peuvent le faire, ou peut-être l'enseignement, ou celles qui vont être prioritaires. C'est-à-dire que il faut se dire que le SARS-CoV-2, c'est comme la grippe et comme la coqueluche. Donc, il faut se faire vacciner avant pour être sûr d'avoir une grossesse, donc sûre. C'est comme la rubéole, il faut se vacciner avant. Bon, voilà, avant. Ça, le rubéole, c'est autre chose parce que c'est un vaccin vivant atténué, donc c'est pour cela. Mais c'est la chance au moins que si on peut se vacciner pendant le deuxième trimestre. Et surtout parce que Enis, il a parlé par rapport, parce que ça, c'est les Français, ils ont dit à partir de 10 semaines. Non, là, c'est pas la même chose, parce que eux, même si il a 16 ans, il peut se faire vacciner. Eux, ils ont mis comme facteur de risque, c'est-à-dire ils poussent les gens. C'est-à-dire quand c'est une femme qui a 16 semaines, qui a 10 semaines d'aménorrhée, il faut vraiment
l'a poussé presque, ils peuvent pas, mais pratiquement presque l'obliger à se faire vacciner. Donc, c'est très différent. Nous, c'est pas la même chose, mais eux, aujourd'hui, ils ont commencé les ados, donc on est très loin. Hein, c'est pas la même chose. Tout à l'heure, si Mohamed, il a dit, moi, j'ai bien envie de parler. Vous connaissez le film Marie à tout prix? Nous, c'est Evax à tout prix. Merci. Oui, mais Merci là, pour ton intervention. tu as raison, mais là, c'est le rôle des sociétés de former les gynécos qui sont installés dans leur cabinet et de les. Exactement, c'est la consultation prénatale. Il faut vraiment y parler. Il faut qu'on en parle avec les patientes. Il faut vraiment lui parler. De ça, c'est à nous de bouger, là. Il faut les rassurer hein, par rapport à la vaccination. Parce que déjà que beaucoup de gynécos, enfin beaucoup de médecins sont réticents quant à la vaccination. Donc si on est réticent, forcément, on ne va pas transmettre son enthousiasme par rapport à une vaccination. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse un travail sur nous-mêmes et voilà. Et on compte également sur le ministère pour faire un peu plus de sensibilisation quant à la vaccination de la femme enceinte, comme ça a été fait par rapport à tout ce qui est distanciation, etc. dans les spots télé. Malheureusement, c'est arrivé un peu en retard, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose par rapport. Oui, les médias, les plateaux télé, etc. Les médias, j'en connais. Je passe tous les jours, donc, mais c'est pas ça le problème. Le problème, il y a, si je donne un chiffre, seulement 60% du corps médical est vacciné aujourd'hui, alors qu'il a toutes les possibilités de le faire. Si 40% ne se vaccinent pas eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils conseillent à des femmes de se faire vacciner? Et surtout, je vais le dire, malgré que c'est des collègues, c'est très facile de dire à une femme, non, ne le fais pas. Parce qu'on ne veut pas assumer. Ce n'est pas uniquement pour la vaccination, pour la grossesse d'ailleurs, pour toutes les autres causes possibles et imaginables. Je ne vous raconte pas le nombre de téléphones que je reçois. Hier, j'ai eu un collègue qui m'appelle, sa mère, elle avait son rendez-vous, elle est insuffisante rénale, elle fait son hémodialyse. Le médecin de l'hémodialyse lui dit non, non, ne le fais pas le jour de la séance d'hémodialyse. Je lui dis mais quel est le rapport? Malheureusement, nous sommes partout à l'échelle du pays dans une gouvernance défensive. Chacun ne veut pas assumer et veut déléguer à l'autre. Et là, je pense, là, notre métier est noble, notre métier de médecin est un métier qui va parler à la science et va parler à l'intérêt du patient indépendamment des autres considérations. Et là, si vous avez une patiente devant vous, dites-lui, faites-vous vacciner, quel que soit les autres risques que vous allez imaginer, parce que le risque lié à la maladie est beaucoup plus grave. Un dernier point, dans la réunion session, et le cas aujourd'hui, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner avec un certificat de leur médecin traitant, mais aussi de la sage-femme. C'est très important. Et on l'a associé. Et c'est dans les recommandations. Donc la sage-femme, parce qu'on n'a pas des gynécologues partout, donc les sages-femmes sont celles qui voient les femmes le plus, et on l'a associé. Je pense que notre table ronde touche à sa fin. Je vais juste rappeler les recommandations de l'OMS et de l'Académie nationale de médecine qui recommandent de considérer la grossesse comme un facteur de risque de forme grave en cas d'infection par le SARS-CoV-2 et de protéger chaque femme enceinte de toute source potentielle de contamination, de vacciner toute femme enceinte professionnellement ou familialement exposée, de ne pas retarder ou interrompre une grossesse en raison de la vaccination, et enfin de préserver l'allaitement par les femmes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 ou vaccinées au cours de la grossesse, les anticorps transmis par le lait maternel ayant un effet protecteur pour le nouveau-né. Voilà, j'espère qu'on vous a... Tenir avant de sortir d'ici que la transmission, le même langage, la transmission verticale n'est pas exclue, on peut dire ça. Mais elle est très rare. C'est très rare. Elle existe. Le mot existe m'a dérangé parce que j'ai vu des collègues qui représentent. Donc, je pense qu'on doit avoir un même langage. N'est pas exclu et très rare. Je pense que c'est les meilleurs deux termes que nous pouvons, nous, pédiatres, néonates et gynéco transmettre. Et j'ai écouté, elle existe comme si c'était quelque chose. Voilà. Elle est rare. Voilà. Ça va. Là, c'est un sujet très important parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de l'exception la règle. Mais par contre, la situation de l'enfant est très grave dans la situation actuelle parce qu'il risque d'être contaminé par son entourage.
à la naissance. Nous avons aujourd'hui 31% de tests positifs. Donc, c'est grave la situation épidémiologique, protégeant, et notamment au milieu de néonates. Et la preuve, Bizerte connaît très bien l'histoire. Voilà. Nous vous remercions. Nous espérons avoir été explicites. Et encore une fois, merci Machal pour ce rendez-vous estival incontournable. Et à la prochaine. Merci à tous et place au mot d'ouverture, à la cérémonie d'ouverture. Je sais que c'est le moment d'aller déjeuner, mais je vois professeur Zine qui me regarde avec insistance. Je pense que non, je vous laisse aller discuter avec Radio Oxygène qui a besoin de votre expertise. Choyez. J'invite Sibel Zine à venir. C'est magnifique. Deux mots. S'il vous plaît, si vous pouvez rester un peu pour l'inauguration, la cérémonie d'ouverture, ça sera pas très très long. Allez, c'est parti. Merci, mon ami Mechal, pour m'avoir honoré en me proposant de déclarer ouverte ce congrès, ce 7e congrès de la GOP. Et je me rappelle quand tu m'as appelé pour me dire comment on peut sauver l'hôpital public, tu vas nous dire comment on peut sauver l'hôpital public. J'ai senti que la tâche était très difficile et je t'ai dit que je ne pouvais pas accepter de parler de ce sujet. D'abord parce que je ne suis plus à l'hôpital public et je me sens mal placé. Mais après réflexion, je me suis dit, je vais et je vais venir lancer un coup de gueule. Mon premier coup de gueule que j'ai lancé, c'était 2010 et je sentais que l'hôpital avait atteint le fond de l'abîme en 2010 et j'ai commencé à désespérer de voir les choses s'améliorer et c'est pour ça que personnellement j'ai quitté l'hôpital. Mais je me rends compte en 2021 que le fond était encore très loin. Et qu'en 2010, on était, ma foi, honnêtement, beaucoup mieux qu'en 2021. Et qu'avec la Révolution, tout a été médiatisé. Et des affaires comme celle des nouveau-nés du centre de maternité ou l'affaire du jeune médecin de l'ascenseur de l'hôpital de Gendoub, nous prouve que on est vraiment devant un désastre qu'a atteint le niveau de la santé publique dans notre pays. Moi, je vois que tout le monde est d'accord sur le constat. Le constat ne fait pas de... C'est quasiment il fait l'unanimité. L'hôpital public a été délaissé par les politiciens de notre pays. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça s'est aggravé après la Révolution, mais ça date de quelques décennies déjà.
Moi, je dirais que l'État s'est désengagé de tout ce qui est public, l'école. Nous avons fait l'école publique, mais nous avons peur de mettre nos enfants à l'école publique. Nous avons pris le transport public, mais nous avons peur de laisser nos enfants monter dans le bus jaune. Et l'hôpital, c'est quasiment, il a été délaissé. Donc, il y a une volonté politique de se désengager de tout ce qui est public et je pense que ça rentre dans ce cadre. D'ailleurs, depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, on a eu sur le ministère de la Santé publique plus d'une quinzaine de ministres. Et comment voulez-vous qu'on ait une politique claire de santé publique avec un turnover aussi rapide? On pensait que la STGO avait le record de turnover, mais sur le plan politique, c'est encore donc plus grave. Il y a la corruption. Et il y a maintenant des instances nationales de corruption et les affaires sont publiées. Ah ben, je peux vous citer l'affaire d'Estaing-Périmie, par exemple, qui a fait scandale auprès du public. Il y a une difficulté encore à ce jour d'accès aux soins. Et les femmes, puisque nous sommes gynécologues, je peux vous citer l'exemple du dépistage sérique de la trisomie 21 qui n'est pas disponible partout, qui n'est pas pris en charge par la CNAM. Donc, on a un problème d'accès aux soins. Il y a un problème de maintenance. D'après un rapport de la Cour des comptes que j'ai vu il y a quelques jours, qui date de 2017, ils disent que pratiquement 42% des équipements médicaux disponibles dans les hôpitaux sont à réformer ou ils sont en panne. Et à l'hôpital de Menton, et je suis sûr que ça existe encore plus aujourd'hui, les ascenseurs, c'est souvent en panne, les appareils de radiologie, le scanner, l'IRM, c'est souvent en panne. Et donc, c'est en l'absence de contrat de maintenance, en l'absence d'une programmation de visite technique de ces équipements avant qu'ils ne tombent en panne, bien sûr, c'est évident que les choses se détériore. Il y a bien sûr un problème financier. On met toujours en avant le problème des finances. Il y a un manque de ressources. Mais il y a certaines, parce que les caisses des hôpitaux sont souvent vides. Mais même les caisses de la CNAM, les caisses de la pharmacie centrale sont actuellement vides. La CNAM, j'ai honte de vous dire le délai de paiement qui est sur la loi de 15 jours, de paiement des médecins qui acceptent le tiers payant ou qui font des soins pour des malades qui sont affiliés à la CNAM. Ça peut atteindre 2-3 ans. Hein. Et donc, il y a sûrement un problème financier, mais il n'y a pas que ce problème financier. Il y a un problème de gestion. Il y a le problème de la formation des médecins. Les médecins sont tout le temps en grève, l'article 341, les perspectives. La fuite des médecins à l'étranger, donc avec ces concours d'équivalence qui nous alertent, nous, acteurs du système de santé, mais qui n'alertent pas les politiciens. La pénurie des médicaments, bref, sur le constat, tout le monde est d'accord. Maintenant, pour les solutions, ce que fait l'État, c'est, quand ça prend une ampleur importante, limoger un responsable et l'offrir à la vindicte publique et aux pages Facebook pour calmer un peu les esprits. Mais le plus souvent, il n'y a aucune décision qui est prise. On fait une commission et on laisse les choses se diluer et Rabbiyati Sabrou et on oublie l'histoire et on recommence. Moi, je pense que parmi les personnes présentes à ce congrès qui est devenu au fil des années très important, je pense qu'il y a des décideurs ou des gens qui sont proches des décideurs. Tout à fait. Tout à l'heure, on avait Yanis qui est proche du ministère, qui est au niveau du secteur pharmaceutique, c'est une sommité. Samar était conseillère d'un ministre. Donc, on a plein de gens qui sont proches des décideurs. Il faut qu'ils arrivent à passer le message. Et je me rappelle que le Premier ministre, Silme Chichi, en décembre 2020,
il avait promis de mettre en place une haute instance de sauvetage de l'hôpital public. Mais c'est resté une annonce sans lendemain. Il faut peut-être essayer de faire bouger les choses sur ce plan-là, mais mettre en place cette instance, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas une seule personne qui peut corriger toutes ces anomalies de l'hôpital. Il faut se mettre à plusieurs, il faut des commissions de réflexion. Il faut reprendre le dialogue sociétal. Il y a un livre blanc qui a été fait il y a quelques années où il y a pratiquement un état des lieux et plein de recommandations. Si on commence à les appliquer, on sera nettement beaucoup mieux. Et bien sûr, au niveau de l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est une véritable guerre, il faut augmenter les ressources, donc les cotisations, une TVA sociale, et d'un autre côté, gérer les dépenses, parce qu'il y a plein de dépenses qui sont loin de toute gouvernance au niveau des hôpitaux. On n'a pas besoin de climatiseurs, on achète un lot de 20 climatiseurs, on demande un appareil d'échographie, on nous ramène des RCF. Je me rappelle, on va vous donner 20 seringues électriques. On veut améliorer les conditions de travail, on veut. Et donc, c'est des choses où il n'y a aucune planification digne de ce nom. On nous reproche aussi les régions de l'intérieur qui sont coupées des zones où il y a les facultés, où il y a la formation, où il y a le recyclage. Avec l'ère de la visioconférence et de la télémédecine, je pense que c'est un faux problème. Il y a, avec aussi la réforme du système de résidenat, où il y a maintenant des résidents qui sont destinés, qui ont choisi de travailler à l'intérieur, je pense que le problème sera résolu. Pour résumer, pour ne pas faire trop long, je pense que au niveau de la société civile, au niveau des sociétés savantes, au niveau des acteurs du système public, beaucoup plus que le privé. Moi, je suis au privé. Nous sommes pour le partenariat public-privé, mais sans préjugés. À chaque fois qu'il y a un privé qui débarque à l'hôpital, il est là pour rabattre les malades, il est là pour détourner les malades. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la part de l'administration, il faut sans préjugés, mais il faut l'une des idées, cette haute instance de sauvetage de l'hôpital public, il faut pousser les politiciens à la mettre en place et à faire de telle sorte qu'elle ne soit pas juste consultative pour qu'elle donne des recommandations et les choses continuent à s'empirer, peut-être aussi avec l'appui de la société civile pour faire passer ces recommandations au stade de l'application. Voilà quelques mots que je voulais dire sur le sujet par respect à ton programme et à ton congrès. Je ne veux pas retenir les personnes ici présentes encore longtemps. C'est l'heure de déjeuner. Je me permets de déclarer ouvert ce 7e congrès et je souhaite beaucoup de succès, beaucoup de continuation à tous les agents de santé, surtout à ceux qui sont dans le secteur public. Merci à vous. On va déjeuner et on reprendra, j'espère, à l'heure.